J'apprends que ce hipster a un tatouage de Loki dans le dos, mais si on commence à se tatouer des choses qui nous font mal et dont on n'arrive pas trop à se débarrasser, qu'est-ce qu'elle va avoir de tatoué Jane Foster sur l'avant-bras un cancer? Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 351e JT Comics, une petite pensée émue pour ce réalisateur qui enfant a forcément été traumatisé par la voix de pédophile de Winnie l'ourson et qui a fomenté sa vengeance patiemment. Il a attendu que l'ourson et tous ses potes tombent dans le domaine public et il va en faire un bon vieux slasher qui mélange le sang et le miel. Je serai au rendez-vous, ça va être très très sale, mais il est temps pour nous de mettre la patte dans le pot de news de la semaine. Peufra cosmique. C'est la news insolite de la semaine, elle est bien réelle, ce n'est pas un écran de fumée. Quoique, vous allez voir, vous savez que chez Marvel, les avocats les plus agressifs, ce ne sont clairement pas Nelson et Murdoch, mais plutôt toute l'armée qui se trouve dans le service juridique de Disney, qui passent leur vie à contrôler que personne ne vienne surfer sur les propriétés intellectuelles de Disney, de Marvel. Et cette semaine, les Matt Murdock de chez Mickey Mouse se sont opposés aux gardiens de la ganja, les GOTG, Guardian of the Ganja. Normalement, celui ganja 3 fois, il y a Snoop Dogg qui apparaît quelque part. Alors, à la base, il s'agit vraiment juste de petites protections pour les cylindres des cigarettes électroniques pour que quand ça tombe, vous ne la cassiez pas. Mais l'équipe marketing a fait tout un délire autour de ces héros qui protégeraient la ressource la plus précieuse de la galaxie, la ganja. Donc vous avez Baby Ruth, Ganjora, Kush Lord, ils y sont allés à fond. On dirait une parodie écrite par Jonathan Cohen pour Netflix, mais dépêchez-vous si vous voulez tous ces stickers, ces produits dérivés, les t-shirts et compagnie, parce qu'on sent bien que Marvel va les fumer. Dommage. Un des trucs que je kiffe le plus dans les projets comics, c'est d'apprendre ceux qui ne se sont jamais réalisés, puisque tu as encore tout un horizon des possibles qui se fait dans ta tête. Forcément, tu imagines la meilleure version de ce projet. C'est comme quand tu croises une meuf ou un mec dans la rue, tu t'imagines forcément une belle vie avec, et pas que c'est le président ou la présidente de l'association qui vise à réhabiliter Tex à la présentation des amours. C'est un autre délire. Et cette semaine, 2 occasions manquées, 2 crossovers en plus, le mélange des genres, et c'est le premier, c'est Dan Didio, qui est l'ex-rédac-chef, co-rédac-chef de chez DC, qui nous le dévoile, puisqu'il parle de sa nouvelle aventure avec Frank Miller, la nouvelle maison d'édition, et il déclare que DC avait mis au placard un projet de crossover entre Marv de Sin City et Batman de Gotham City, un projet qui aurait été écrit et scénarisé et dessiné par Frank Miller en personne. Ça a été mis au placard parce qu'à l'époque DC ne souhaitait pas sortir quelque chose qui soit estampillé Batman et R-rated, à savoir quelque chose qui comporte de la violence, des vulgarités ou du sexe à l'intérieur. Donc comme c'est le tiercé gagnant de Frank Miller, pof, ils ont préféré s'éviter ça. Beaucoup soupçonnent que c'est la période Batman Damned, le grand scandale d'Azzarello et de Libermejo. On avait le malheur de voir le petit Alfred de Batman, à peine garni sur les côtés, complètement chauve sur le dessus. Ça a été censuré comme si c'était la pire des infamies. Alors Marv, c'est le détective dur à cuire à la Raymond Chandler de Frank Miller. Batman, j'ai pas besoin de vous le présenter. Alors c'est un projet qui m'aurait carrément branché, surtout si ça avait été fait il y a 30 ans. Sin City, The Hard Goodbye, c'est clairement pour moi le meilleur cycle, le premier et le meilleur de Sin City. Après, c'est vrai qu'il y a eu peut-être, Miller s'est livré à quelques exagérations. Et en parlant d'exagération, Didio a aussi dévoilé qu'il existait les scripts pour les chapitres 11 et 12 de All Star Batman and Robin de Boy Wonder, mais que Jim Lee n'a jamais pu les dessiner à cause notamment du déménagement. Vous savez que d'ici, les studios ont changé de cote. Ça va donner envie à certains, d'autres vont parler d'épée de Damoclès. C'était un Batman complètement dingue, un Batman mi-Denis Brognard, mi-le Dr Cohen, qui apprenait à Robin à faire de la survie enfermé dans la Batcave en lui disant de se nourrir de chauves-souris ou de rats qui passent par là. Pas sûr que ça soit validé par la DAS, cette affaire. Et puis le deuxième, c'est Doctor Who et Spider-Man, par quelqu'un qui aime absolument beaucoup les deux univers, à savoir Dan Slott, qui a proposé, qui a essayé de faire en sorte que Marvel, que Titan Comics, que la BBC se parlent pour réaliser ça. Lui, il a déjà une série de 5 one-shots, notamment un où le docteur Kurt Connors n'est pas changé en lézard, son sérum le change plutôt en proto-silurien, un autre où Morlun serait un équivalent de Master, et donc Spider-Man serait le compagnon du Doctor Who. Dan Slott est complètement chaud, il y a juste à lui glisser une pièce, voire deux, il a les histoires, il est prêt. C'est juste Marvel apparemment qui bloque un peu. Je vous laisse me dire ce que vous pensez de ces deux idées de crossover dans les commentaires.
La carte fidélité. Bon, depuis la série Moon Knight et le poster de Mr. Knight, le débat sur la fidélité des adaptations aux comics, la fidélité visuelle, me paraît de moins en moins pertinent. Alors, en tant que fan de comics, en tant que lecteur, j'adore voir comment les concepteurs de décors, les concepteurs de costumes se démènent pour pouvoir adapter quasiment à 100% ce qu'on voit dans les planches de nos comics, qui sont la source de tout, mais j'ai quand même l'impression des fois que c'est un petit peu le doigt qu'on regarde au lieu de regarder la lune, hein, justement, surveille pas la lune et paf, le doigt, il te met une olive. Là, on appâte les fans de comics avec de la forme pure et dure, du visuel, et puis paf, prenez-vous un Mr. Knight en ressort comique, hein, même si vers la fin, ça s'est un petit peu amélioré. Hein, à l'inverse, je trouve qu'il n'y a pas plus fidèle aux comics que la série Batman animée de 1992, hein, et pourtant, elle n'est pas visuellement, elle a créé sa propre forme à elle. Là, on a eu droit au premier aperçu du costume de Blue Beetle, hein, et c'est bluffant comme il ressemble, comme deux gouttes d'eau à la version de Jamie Reyes de 2006, hein, c'est vraiment impressionnant, et à l'inverse, les fans gueulent un petit peu, puisque on a un Christian Bale dans Thor 4 qui n'est pas très fidèle à Gore, le massacreur de Dieu, tel qu'il est représenté par Jason Aaron et par Esad Ribic, peut-être un petit peu parce que Marvel n'a pas voulu avoir un Voldemort dans leur propre univers, mais même si c'est la bande-annonce et qu'il faut prendre ça avec des pincettes, on a quand même l'impression que ça sera fidèle au personnage tel qu'il a été écrit par Jason Aaron, hein. Bon après, s'il se fait embrouiller au bout de 10 minutes par deux témoins de Jéhovah qui arrivent à faire aimer au massacreur de Dieu Jésus, là j'abandonne, je lâche l'affaire, oubliez-moi. Waititi est assez rassurant d'ailleurs, hein, puisqu'il dit aussi que l'histoire de Jane Foster sera très fidèle à celle qu'on a pu lire dans les comics, par toujours Aaron et dessinée majoritairement par Dotterman. Et pour ceux, hein, je tiens à les rassurer, hein, ceux qui auraient plus peur du clito que du marteau de Thor, hein, sachez que eh bien, il ne semble pas prévu pour cette Jane Foster qu'elle remplace le personnage de Chris Hemsworth, qui est aussi peu fidèle au Thor de Leda que ce que l'est Jane Foster, hein, c'est privatisé par Marvel maintenant de toute façon. Au fond, c'est vraiment le scénario qui compte, hein, et ça tombe bien, on a eu les premiers détails de celui sur Madame Web, le personnage créé par Denis O'Neill et John Romita Jr. avec Dakota Johnson, et ça sera, Sony part sur des origines, les origines de cette médium clairvoyante qui arrive à voir à travers le monde arachnide. Et pour terminer, en parlant d'histoire de fidélité, heureusement que le vilain, l'antagoniste de Moon Knight n'était pas fidèle à celui qui n'est apparu qu'une seule fois dans les comics, hein, et plutôt que Ethan Hawke en personne, hein, ait pris part au développement de son personnage de Harrow, hein, puisque c'est lui par exemple qui a trouvé cette idée pour présenter son personnage en étant très silencieux, cette idée de la scène d'intro avec ce verre, hein, en mode Mazel Tov, mais on l'aimait bien quand même, donc on va le garder dans les chaussures au cas où. Rappelons qu'on doit quand même 2 BD à Ethan Hawke, hein, un dé qui raconte l'histoire des guerres Apaches, et puis Middle-earth que j'ai pas encore lu apparemment, c'est du Bildungsroman mais avec une petite touche de polar, de noir, donc ça m'étonne pas qu'il ait bien sûr réalisé l'exposition de son personnage, et j'ai adoré cette scène. Je vous laisse me dire ce que vous pensez de ce débat sur la fidélité, le fond, la forme, dans les commentaires. Papier. Et puis à la source, dans les comics, à quelques petites news, une qui m'intéresse beaucoup, c'est plus de l'édito, mais souvenez-vous, il y a quelques mois, la plateforme de newsletter payante, hein, Substack faisait main basse sur quasiment les meilleurs scénaristes, artistes de l'industrie des comics, avec apparemment des contrats très avantageux en termes de droits, puisqu'ils conservent les droits, ils peuvent publier leurs bouquins où ils veulent, ils conservent les droits sur les adaptations, et en termes de salaire, hein, puisqu'apparemment ils étaient payés entre 5 et 6 chiffres pour les plus gros, et bien pour le Substack de Jonathan Hickman, Three Worlds, Three Moons, eh bien il semblerait qu'il rapporte, grâce à tous les abonnés, près de 300 000 $ à la plateforme par an. Et il y avait mes dollars à moi aussi. Sinon, après être passé sur le personnage de Swamp Thing, Catwoman, hein, bientôt il va passer sur Batman, et bien sachez que Ramvi et Christian Ward vont faire Aquaman Andromeda, et Christian Ward en a parlé à une Comic-Con en Angleterre ce week-end, et il a dit que ils vont faire hein, un récit iconique pour le personnage l'anguille testostéronée, hein, de DC Comics. C'est un petit peu ce qu'est le Dark Knight Returns à Batman, un petit peu ce qu'est le All-Star Superman à ce dernier. On sait qu'ils en sont tout à fait capables. Il me tarde clairement de lire cette histoire où Aquaman va venir en aide à des chercheurs qui vont découvrir une faille dans la mer, hein, et derrière apparemment c'est l'enfer, et bon... ça va partir en couille, forcément, hein, donc c'est de l'horreur cosmique qui rencontre le DC Black Label, moi, je suis dedans. Et puis enfin, est-ce que Elon Musk a eu un date, hein, et puis celle-ci l'a fait complètement galérer, il espérait monter un dernier verre, et puis il est reparti tout tendu, hein, est-ce que il veut se montrer en tant que génie un petit peu solitaire, est-ce qu'il veut nous montrer sa passion pour Mars, est-ce qu'il aime tout simplement se balader les couilles à l'air, hein, moi j'aurais plus vu
Musk postait une photo d'Ozymandias dans Watchmen, mais non, celui-ci a partagé une case de la BD d'Alan Moore et de Dave Gibbons, hein, cette case qui est très très connue du docteur Manhattan, comme ça sur Mars, tout seul. J'espère que personne ne montrera ce tweet à Alan Moore. Hein, allez, la bise aussi. Lisez, cette semaine, je me suis régalé avec The Many Deaths of Layla Starr, par Ramvi, par Felipe Andrade, hein, donc c'est l'histoire hein, donc des dieux qui sont gérés, c'est très très corporate, hein, ça ressemble à une start-up, les dieux, et la déesse de la mort est virée, donc elle va être renvoyée dans le monde des mortels, dans une coquille mortelle, et elle demande, elle, à être pas trop loin du petit bébé qui va la mettre au chômage, puisqu'il risque d'inventer l'immortalité, elle veut lui faire son compte, et puis ça va partir en couille, vous avez remarqué, ça marche avec tout ce synopsis. C'est drôle, c'est émouvant, c'est du Ramvi qui sait exploiter pleinement le médium des comic books, hein, et puis surtout il sait très très bien s'entourer, puisqu'Andrade fait super bien le taf. Un pur moment de lecture, comme tous les Ramvi, que ce soit 10 Savage Shores, ce qu'il a fait avant, qui n'a pas encore été publié, Mumbai, enfin vraiment, foncez. Et puis je tiens absolument à parler de deux jeunes ultra sérieux, j'ai reçu un message, je me suis régalé puisqu'ils m'ont dit on sort notre premier hippie de hip-hop, hein, et regardez-moi cette couverture, vous allez comprendre leurs origines, leur influence, hein, ces deux frères, il y en a un qui a 17 ans, il y en a un qui a 11 ans, et ils m'ont complètement impressionné avec ce Sens Radar, hein, le collectif s'appelle Hell's Kitchen, Chingon, et quelqu'un dont on aura, enfin le petit, il a pas de nom encore, il a pas de blase, mais ça viendra bientôt, hein. Il s'essaye à l'horrorcore, à l'ego trip, au hip-hop pur, ils sont pas trop dans la tendance, mais ils sont quand même dans la bonne direction. Les amateurs de hip-hop reconnaîtront leurs influences, mais je trouve qu'elles sont super bien digérées, enfin moi ils m'ont vraiment bluffé, donc je compte sur vous, hein, donnez-leur de la force comme si c'était deux Jedi, hein, c'est une phase à eux. Je vous mets le lien dans la description, et mes amateurs de bon son, allez-y, poncez-moi ça, hein, c'est la fin de ce JT Comics, n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez, hein, ou geekez dans les commentaires. Un immense merci à vous d'être toujours aussi nombreux à suivre le JT, à mettre vos pouces bleus, à partager hein, sur Facebook, à tweeter, à retweeter, hein, à m'incorporer dans vos stories Instagram, hein, j'essaie de lire chacun de vos commentaires, donc lâchez-vous. Sur YouTube, j'essaie de répondre aussi au maximum d'entre vous. Sur les réseaux sociaux également, vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo, ça c'est tous les mardis, je vous fais d'immenses bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Ah bah il y a un type qui a fait un montage d'un gore ultra fidèle à la BD, hein, et on dirait un mélange entre un Jar Jar Binks et un Kit Fisto complètement dépressif.